J'ai fondé Alumni en 2012. On est une structure qui prépare et accompagne les étudiants sur les métiers de la banque d'affaires, finance de marché, conseil en stratégie et private equity. On a formé un peu plus de 6000 étudiants depuis 11 ans sur les sujets tactiques, techniques et fit de préparation pour les entretiens. Et actuellement, on a également développé une practice de chasse de tête pour les fonds d'investissement que je dirige et qui occupe le plus clair de mon temps. Merci, bonjour. Donc Nicolas Floriot, moi j'ai 2 casquettes, je suis credit manager. Je ne sais pas si ça vous parle le milieu du credit management, mais j'en parlerai après, c'est plutôt lié à la finance d'entreprise, gestion. Et à côté de ça, ma deuxième casquette, je suis le président de la FDCC, qui est une association donc des credit managers en France. On a 1000 membres, on fait aussi des formations. On ne prépare pas autant aux entretiens, mais on a 700 personnes qu'on forme chaque année, des professionnels pour s'améliorer et tout simplement faire rentrer le cash. Parce que maintenant, c'est bien de faire du chiffre d'affaires, marger, mais il faut encaisser. Que vous soyez freelance, solopreneur, entreprise, que sais-je, sinon en finance d'entreprise aussi. Très bien, merci beaucoup. Donc dans cette première partie, on va demander à Mickaël et Nicolas, du coup, un peu de nous définir qu'est-ce que le financement, l'investissement, un petit peu la définition des grands domaines du financement et de l'investissement. Donc je vous laisse la parole, messieurs. De manière très schématique, une entreprise, elle peut se financer de 2 manières, en equity ou en dette. Les métiers du financement, c'est souvent une référence au métier de la dette. On peut avoir de la dette lors d'opérations de LBO qui est gérée par des équipes de leverage finance. On peut avoir de la dette plus traditionnelle, qui est de la dette privée. Il y a des fonds d'investissement qui prêtent de la dette privée aux entreprises. Il y a également des équipes tout simplement chargées d'affaires dans les banques qui prêtent de la dette bancaire. Donc ça, c'est les métiers du financement. Et après, d'une certaine manière, les métiers d'investissement en private equity sont des métiers d'investissement, mais dans la croissance, en equity, en action. Et ça, c'est des métiers un petit peu différents, puisqu'on prend des parts dans les sociétés. C'est parfois ce qu'on appelle le buy side, parfois ce qu'on appelle le private equity. C'est des métiers d'investissement qui, en général, sont plutôt des métiers qu'on fait après quelques années dans les métiers d'analyse financière au sens très large. Là où on va s'équiper d'outils d'analyse et ensuite on passe côté investissement pour utiliser ces outils afin d'acheter au mieux des entreprises. Ça, c'est les métiers au sens très large du financement et de l'investissement. Et des investisseurs, il y en a sur tout type de classe d'actifs. Il y a des investisseurs en immobilier, en actions publiques, en actions privées, donc en private equity. Il y a des investisseurs en special seats, donc des situations d'entreprises en difficulté. Et les investisseurs, ça peut être des fonds de retournement ou des fonds de special situations, vont intervenir avec des produits structurés, avec des équipes de redressement opérationnel. Ça, c'est les métiers de l'investissement. Il y a évidemment beaucoup plus que les classes d'actifs que je viens de vous citer. Il y a 1000 manières d'investir. Moi, j'ai un biais naturel qui est les grosses équipes d'investisseurs institutionnels qui sont structurés et qui ont un pignon sur rue. Je posais la question, est-ce que vous savez ce qu'est le credit management pour une société, pas pour une banque? Parce que non, du tout, ça ne me parle pas. Oui, c'est pas grave, j'ai l'habitude des moments de solitude. Non, tout simplement, quand vous travaillez avec une société, un client, dans la majeure partie du temps, vous accordez un délai de paiement. Alors c'est peut-être bête à dire, mais tant que vous n'êtes pas payé, c'est que vous avez fait crédit. Par exemple, vous avez Airbus qui vend 10 millions d'avions. Généralement, les 10 millions ne sont pas payés comptant ni directement. Ils sont payés au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, et selon l'avancée aussi de la construction de l'avion. Tant que ce n'est pas payé, c'est du crédit. C'est-à-dire que si entre le moment où Airbus vend ses avions, les livre, et qu'une compagnie aérienne doit les payer, il se passe un espace de temps. Cet espace de temps, peut-être que la société va faire faillite.
Et dans ces cas-là, c'est foutu. Vous avez perdu toutes les ressources que vous avez faites, vous avez investi pour produire tout simplement ce que vous vendez. Ça peut être des services, ça peut être des biens, et vous l'avez dans l'os, entre guillemets, et potentiellement vous risquez aussi de faire faillite. Donc cette notion de délai de paiement, elle est assez importante, parce que pour vous donner un ordre d'idée, en France, on parle de 800 milliards d'euros. Entre les petits artisans, commerçants et très grandes sociétés, quand on fait la somme de tous ces délais de paiement qui sont accordés entre des sociétés, banques et, non pas du tout des banques, mais entre des sociétés et des fournisseurs, ça représente 800 milliards d'euros. Il y a quelques années, avant le Covid, c'était 700 milliards à peu près. Donc ça veut dire que chaque année, ça monte petit à petit. Et c'est du financement, on va dire, à court terme, parce que quand vous acceptez de payer avec un délai de paiement, vous avez l'obligation de payer à 30 jours, 45, 60 jours net. Alors évidemment, il y a des retards de paiement, mais ça, c'est autre chose. Mais grosso modo, vous remboursez dans l'année. Vous devez payer, c'est une obligation, sinon, derrière, sauf s'il y a un problème, un vice de forme, un litige, vous pouvez être poursuivi par le fournisseur au tribunal pour être payé. C'est assez bidon dit comme ça, mais une entreprise, elle vit principalement par ses encaissements et la trésorerie. Vous pouvez avoir un chiffre d'affaires énorme. Vous êtes obligé aujourd'hui de devoir acheter, payer des matières premières, des biens à transformer, et même avec un carnet de commandes très rempli, si vous n'avez pas la trésorerie, vous avez un problème de liquidité, c'est merci au revoir, vous avez fait faillite. Quand je parle de faillite ici, je parle de redressement, de liquidation judiciaire. Ça, c'est assez important parce que je vous dis 800 milliards d'euros, et quand on compare au crédit bancaire court terme, et c'est là où on parle de notion de financement, et les banques à court terme, donc à moins d'un an, elles prêtent à peu près 150 milliards d'euros chaque année. Vous avez remarqué 150 milliards d'un côté, 800 milliards de l'autre, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de se faire financer à court terme par ses fournisseurs. 4,5 fois davantage. C'est la réalité en France, mais c'est aussi en Allemagne, mais peut-être pas dans les mêmes proportions. Et en plus, ce crédit-là, il est gratuit. Quand vous accordez un délai de paiement en tant que société fournisseur, vous ne faites pas payer. Vous avez le même tarif. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça revient à un financement. Et l'importance derrière, après, au niveau d'un pays comme la France, quand ça fonctionne là, c'est très bien, vous êtes payé, vous avez fait commerce. Quand ça se passe mal, ça s'appelle un impayé. Potentiellement, la société peut faire faillite, voire ne pas être en faillite et pas payer. Ça représente à peu près 56 milliards de créances impayées chaque année en France. Et c'est à peu près cette partie de financement d'entreprise que je représente. Je ne sais pas si je suis super clair, mais je pense que si vous avez des questions, vous nous direz. Très bien, merci beaucoup. Donc dans cette deuxième partie, on va parler du processus, de la stratégie de recrutement et des conseils d'entretien. Donc un peu la stratégie pour comment décrocher un entretien, la partie technique, donc tout ce qui est lié au stress, etc. La motivation, bien sûr, les codes pour réussir, et bien sûr connaître le marché et faire son réseau. Je vous laisse la parole. Des grandes idées qui n'est pas du tout évidente, sauf quand on est étudiant et qu'on cherche un stage depuis quelques mois ou quelques semaines, c'est que la partie la plus dure pour décrocher un stage, c'est d'avoir des entretiens. Et donc c'est une partie où votre connaissance technique, votre préparation en termes de fit, n'a absolument aucune importance. Tant que vous n'avez pas d'entretien, vous pouvez vous préparer techniquement autant que vous le voulez. Malheureusement, il n'y aura personne pour témoigner de votre préparation. Et c'est la partie la plus difficile sur laquelle souvent, c'est là qu'on doute beaucoup de son profil, de son parcours. C'est là qu'on doute de est-ce que je fais les choses bien. Et pour moi, c'est à peu près 80% du boulot que de décrocher ces entretiens. Et après 20% du temps restant, c'est de la préparation technique. Et d'une certaine manière, on a beaucoup plus de contrôle là-dessus, parce que c'est assez linéaire. Plus on travaille d'heures, plus on est prêt techniquement. Si vous n'avez pas bossé, vous vous plantez. Et puis si vous avez bossé pendant 3 mois de manière conséquente, en fait, vous cartonnez vos entretiens. Donc ça, c'est facile parce qu'on a du contrôle là-dessus. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est la partie de décrocher un entretien. Donc, les quelques conseils que je peux vous donner sur décrocher un entretien, d'abord, c'est de comprendre que il y a tout un tas de choses
qui relèvent pour moi du bon sens, qui ne sont absolument pas faites. Le bon sens, c'est d'écrire sur LinkedIn à un professionnel, de lui écrire sans faute d'orthographe, quelque chose qui est personnalisé à la personne spécifique à laquelle vous parlez. Okay, ça, c'est du bon sens. Tout le monde est à peu près d'accord avec moi là-dessus. Dans les faits, les gens écrivent des choses en se trompant de prénom, en se trompant d'entreprise et bourrés de fautes d'orthographe. Ça, c'est la réalité. Et ces gens, alors peut-être qu'il n'y en a aucun d'entre eux dans la salle aujourd'hui, mais a priori, c'est vous. Donc ça, c'est le... tout le monde fait beaucoup de fautes d'orthographe. Il y a une petite app qui est gratuite qui s'appelle Merci App, qui s'intègre dans votre browser et qui permet de corriger automatiquement vos fautes d'orthographe. Ça, vraiment, je vous encourage à l'utiliser. Donc, prendre contact avec des professionnels qu'on ne connaît pas, c'est pas demander un stage. C'est deux choses qui sont différentes. Okay ? Prendre contact, ça veut dire s'intéresser de manière sincère au métier de la personne que vous contactez. Et ça veut dire, voilà, votre parcours, j'en ai pris connaissance, j'ai vu que, ça m'intéresse d'en savoir plus. Est-ce que vous auriez 10 minutes par téléphone à m'accorder ? Voilà mon numéro de téléphone, je vous remercie. On vous voit, on met les formes, et on essaie de s'intéresser de manière sincère. C'est difficile d'être sincère at scale, ça veut dire sur un large nombre de prises de contact. Malgré tout, c'est ça qui fonctionnera. Le corollaire de ce que je viens de dire, c'est qu'il va falloir accepter qu'on ne vous répond pas. Les taux de réponse moyens sur ce type d'approche, c'est entre 3 et 6%. Ça veut dire qu'il y a 94% des gens qui ne vont pas vous répondre. Et c'est OK parce que c'est la moyenne observée, donc c'est pas vous qui êtes nul ou moche ou qui avez un parcours catastrophique, c'est vraiment les gens qui ont une vie et vous êtes vraiment la dernière des priorités dans leur vie. Ce qui est normal, vous êtes un inconnu qui demande de l'aide. Donc, la clé pour ça, c'est d'avoir un fichier Excel de suivi dans votre prise de contact et de follow-up, donc de relancer les gens qui ne vous ont pas répondu. Toujours en restant très courtois, très sympathique et sans faute d'orthographe. Ça, c'est la clé pour non pas avoir des entretiens à ce stade, mais déjà avoir des premiers contacts avec des professionnels qui vont vous accorder un peu de temps. Si vous êtes bon, les 10 minutes dureront en général 40-45 minutes. Okay, si vous vous intéressez vraiment, vous avez préparé votre call, vous avez lu un petit peu, et si vous faites 10-15 entretiens comme ça, pour ceux qui ont fait un peu de maths, c'est-à-dire que vous avez contacté vraiment, si 10 c'est 5%, ça veut dire que vous avez contacté 20 fois plus que ça, donc 200 personnes. Okay ? Et donc en fait, vous devez avoir contacté un très large nombre de professionnels qui vont chacun d'entre eux vous accorder un échange téléphonique. Et sur ces 10 personnes que vous avez au téléphone, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont vous trouver génial parce que vous avez préparé vos questions, parce que ça sentait la maturité, vous avez réfléchi, travaillé, et qui vont vous dire, écoute, envoie-moi ton CV, je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Donc ça, pour moi, je mets l'accent sur ce point-là, qui est le début de votre funnel de recrutement. On peut parler de préparation technique, de préparation de feed, des brain teasers, de tout ça, mais ça, c'est des ressources auxquelles vous pouvez assez facilement avoir accès sur Internet, si vous êtes curieux. Il y a des bouquins, évidemment, il y a des formations alumni pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, avoir un groupe de travail, etc. Mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez bosser de votre côté, puisque avant qu'Alumni soit créé en 2012, il y a bien des gens qui passaient des entretiens. Donc, vous pouvez le bosser, mais le haut du funnel de recrutement, c'est là que vous devez, si vous êtes en phase de candidature, concentrer votre effort, parce que c'est ça qui impacte tout le reste derrière. Et si vous n'avez pas d'entretien, ou
très peu d'entretiens, a priori, vous réduisez considérablement vos chances de décrocher un stage ou un job. Donc, plus vous travaillez cette partie-là, networking, LinkedIn, c'est vraiment incroyable comme outil. Je ne sais pas comment il faisait avant, parce que ça vous ouvre un réseau, et que si vous n'avez pas de réseau familial, professionnel, préalable, de vos anciens stages ou quoi, c'est une porte d'entrée au monde professionnel qui est absolument incroyable. Ça veut aussi dire, et ça va sans dire, mais ça va mieux en disant, que vous devez avoir une présence LinkedIn qui est clean. Clean, ça veut dire que votre photo pro, elle est lumineuse, vous êtes habillé correctement, de manière professionnelle. Et moi, le conseil que je vous donne, et c'est quelque chose que je demande à tous les gens qui galèrent vraiment, c'est que vous allez dans un studio photo, il y en a plein à Paris, vous tapez sur Google Studio Photo, à côté de chez vous. Ça coûte 50 € de faire une photo professionnelle en studio. Et franchement, ça fait la diff. Une photo pro, c'est nickel sur un profil LinkedIn, ça donne une impression de propre, de professionnalisme, etc. Et les photos dégueu qu'on voit sur LinkedIn ou les profils LinkedIn sans photo, c'est catastrophique. Okay, c'est pas du tout quelque chose qui rassure votre interlocuteur. Tu as oublié de préciser aussi sur Doc Finance, bien sûr. Et sur Doc Finance, bien sûr. Moi, je suis un mauvais exemple. Parce que je crois que j'ai postulé à BIS off quand j'avais votre âge. Parce que ça fait plus de 10-15 ans que je suis dans le monde pro. Mais parce que, pas pour le plaisir, mais parce qu'une bonne partie des métiers ne m'intéressaient pas. Et je me suis dit, j'ai la technique d'attendre le bus. C'est-à-dire qu'au début, vous pouvez nous viser haut. Moi, j'avais tenté les concours d'inspection générale dans les banques. Là, il n'y a pas besoin d'avoir de photo, on se présente. Pour ceux qui ont fait une prépa, c'est assez similaire. L'inspection générale des banques, c'est pour ouvrir à des postes d'audit. Sur toute la finance de marché, finance d'entreprise ou autre. De conseil, si vous avez l'opportunité de le faire, c'est incroyable parce que pendant 3 ans, vous allez voir comment une banque fonctionne et ça peut monter dans des hautes sphères. Pour ce faire, il faut faire un dossier. Ils ont des écrits aussi, ils sont très scolaires, il faut faire des notes de synthèse. Comment on prépare pour ceux qui ont l'habitude, comment on fait? Il faut faire des versions, des traductions. Bon, bref, une fois que vous passez cette étape-là, je crois qu'au début, on est 3000, après on arrive à 500. Vous avez des tests psychotechniques. Vous savez, c'est l'histoire, vous avez des dominos que vous devez deviner, un peu comme des tests de QI, des tests de personnalité aussi. Moi, je sais que j'ai raté des emplois parce qu'en termes de. À chaque fois qu'il y avait une question sur du leadership, je me mettais là-haut. Et dès qu'il y avait des questions sur la rigueur, je me mettais tout en bas. Je préfère le leadership que la rigueur, mais la rigueur est importante. Donc ça m'a fermé des portes dans des banques parce qu'ils disaient c'est qui ce. Il a quoi? Il a 26 ans, il passe plus les murs. Mais. Donc du coup, on passe ces tests-là, si vraiment ça vous intéresse, et après vous avez un espèce d'oral avec une personne qui est chargée, pas de recrutement, et puis si vous passez ça et vous êtes dans la botte dans les 40 derniers, vous passez un espèce de grand oral avec des pontes de votre banque. Généralement, ils en prennent à peu près 10 par banque. C'est assez formateur. Donc j'avais tenté ça m'avait pris 6 mois dans ma vie parce que ça prend du temps. Après, et je me suis retrouvé... du coup, à se dire, bon, maintenant, il faut trouver un autre bus à prendre. Donc, j'avais postulé sur des sujets de finance d'entreprise et j'ai trouvé le crédit management un peu par hasard. Je regardais les sociétés et je me disais, ils cherchent des analyses crédit, mais c'est des sociétés. Donc, j'ai regardé tout. Il n'y avait pas LinkedIn à l'époque. Je regardais leur communiqué de presse pour se dire, mais il y a une banque dans cet endroit-là. Donc, j'arrive à l'entretien et je me suis raté, mais j'ai bien compris ce qu'il en était. Et puis, j'avais l'habitude d'avoir fait des entretiens. Donc, si vous avez des proches, parents ou autres, faites des simulations. Peut-être que c'est pas grave, ils vous rentreront dans le lard, mais au moins ils vous diront et vous serez préparé à des sujets. Deuxième point, comme je savais pas tout, sur des questions qui étaient importantes, je disais que je savais pas, mais je ferais tout mon possible pour savoir. L'honnêteté, c'est assez important. On a l'impression qu'on peut bidouiller, mais au bout d'un moment, très simple. Moi j'ai des candidats qui sont arrivés, je leur demandais s'ils parlaient anglais, ils me disaient oui, je leur demandais vas-y, présente-toi, et c'est Aliam machin, super. C'est-à-dire en une phrase, on sait qu'ils ne parlent pas anglais. C'est important, si vous ne savez pas parler anglais aujourd'hui, ça peut vous couper une carrière dans l'international. Donc il faut y mettre vraiment réellement. Donc l'attente du bus, elle est très simple, c'est que vous mettez vos prétentions, et puis après, normalement, certaines étapes, il faut être réaliste, il faut faire avec le marché de l'emploi. Vous avez la chance, vous, d'avoir LinkedIn. C'est-à-dire que vous avez une montagne de sujets et d'informations qui sont
disponibles, pour lesquels même des entreprises, des gens comme moi, qui ne sont pas chefs d'entreprise, qui sont employés avec une certaine fonction, communiquent sur leur métier. Et ces gens-là, vous pouvez les contacter, les suivre. Il n'y a pas besoin de demander à personne pour les suivre. Et vous pouvez aussi leur envoyer des messages, les remercier. Et les gens adorent qu'on parle d'eux. Posez-leur des questions, ils se sentent valorisés. Et au bout de 10 ans, 15 ans d'expérience, ces gens-là, ils veulent transmettre leur savoir. Donc quand vous leur posez des questions, évidemment, il n'y en a pas qui ne vont pas répondre, mais il y en a plein, ils sont devenus une option de transmission de savoir. Et petit à petit, vous développez une notoriété, on parle de personal branding. C'était un mot galvaudé quelques années auparavant, mais là, il y a vraiment des gens, peu importe leurs âges, qui produisent des contenus, ça peut être maladroit, mais au moins ils se lâchent. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Avec toutes les IA génératives, ChatGPT, etc., vous n'allez pas faire la différence sur l'analyse financière. Je vous le dis tout de suite. Par contre, si vous ne savez pas, ça va être un gros bloquant. C'est comme le permis, ça ne fera pas la différence, mais il faut l'avoir. Peut-être moins vrai aujourd'hui, cela dit. Mais par contre, quand la machine ne sait pas faire, il faut toujours la questionner. ChatGPT, ça peut halluciner, moi je l'utilise. Par contre, ça peut sortir des nouvelles choses, et des choses assez intéressantes, et qu'il faudra toujours relire d'une manière ou d'une autre, parce que ça ne pense pas à une utilisation générative. Ça rajoute des mots qui ont la plus grosse probabilité d'apparaître après certains autres mots par rapport à un énorme corpus de données. Il faut savoir et maîtriser. Et par contre, ça va vous faire gagner un paquet de temps. Ça peut même vous répondre lui-même. Si vous avez regardé certains influenceurs, s'ils s'appellent comme ça sur LinkedIn, ils ont tout automatisé. Leur post LinkedIn et même des commentaires sur les réactions. C'est-à-dire qu'ils ne font plus rien. Ils ont mis leur corpus, c'est leur phrase, et derrière, il y a des commentaires, fire, feu, ils adorent pas les diffuser. Mais quoi qu'il en soit, ces sujets-là, ça vous fait gagner un paquet de temps. C'est important à maîtriser. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est gratuit pour la majeure partie de vos expertises. Mais, cela dit, c'est des choses qui automatisent et qui nous font gagner un temps fou. Parce qu'aujourd'hui, franchement, faire une analyse financière, accorder un rating, a priori tout le monde sait le faire. Il faut savoir le questionner. Mais derrière, ce qui est important, ça va être qui fait la différence en tant qu'être humain, c'est-à-dire la communication. Si vous voulez monter dans les étages et dans les échelons, si vous ne savez pas communiquer, si vous n'avez pas de vision, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une vision. Une très petite partie en a, mais si vous ne savez pas être pédagogue, expliquer pourquoi vos équipes commerciales, on n'ira pas sur ce marché, on ne travaillera pas avec cette société. Si vous ne savez pas faire preuve parler en public, on appelle ça leadership et c'est un peu galvaudé, mais savoir se mouiller, ça va être un peu compliqué à partir d'un certain moment. Et là, là-dessus, il n'y a pas de suspense, il faut y aller, il faut tenter. Vous crachez peut-être une fois en prise de parole en public devant 500, 400, 300, 200, 20 personnes, mais la prochaine fois, vous allez vous améliorer, faire votre autocritique. Alors ça, c'est sûr, il faut décrocher l'entretien, mais sincèrement, de ce que je vois, moi en tant que quelqu'un qui a une équipe, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de contacter les vrais décideurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont indiquées en ligne, que par le passé où on devait passer par un ensemble de personnes intermédiaires. Là, si vous arrivez à vous faire coopter, et d'une manière ou d'une autre, j'avais réussi à l'époque, c'est un boulevard pour rentrer dans les sociétés. Et après, derrière, vous avez certainement des plans de carrière. Essayez surtout de mettre en place des choses. Après, ça marche pas, c'est pas grave. Moi, vous avez tenté, vous avez mis vos limites temporelles, et puis après, il faut bifurquer, il ne faut pas être complètement dogmatique. Et je vais terminer par dire pourquoi moi je ne suis pas resté dans une banque ou de l'assurance. Un truc tout bête, mais je peux comprendre. Vous avez des sujets excessivement importants, intéressants, il y a une intensité dingue. Parce que normalement, nous, on travaille aussi pour l'adrénaline et on dirait être comptable juste derrière un écran, ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais j'étais frustré parce que dans une banque, quand vous accordez un crédit ou un délai de paiement ou autre, au bout de 50 000, 100 000 euros, il faut demander l'aval du N+1, puis après du N+2, du N+3, du N+4, il y a une armée mexicaine. Moi, dans une société, aujourd'hui, si je veux faire crédit de manière illimitée à un client, aujourd'hui, j'appuie, je dis oui, et tout le monde me suivra. C'est pas donné à tout le monde. Évidemment, derrière, si je me crache, je peux me faire licencier, mais moi, c'est le jeu, et j'ai toute autonomie, je fais ce que je veux, à partir du moment où j'ai gagné en notoriété, et surtout que j'ai fait mes preuves. Mais il ne faut pas avoir peur de cette épreuve du feu, moi j'appelle l'épreuve du feu, peut-être pas le bon mot, mais tenter les trucs, prendre la parole, etc., ce genre de choses. Et en finance de marché, il y a aussi ce sujet de toute façon. Si tu veux rajouter quelque chose. Non. Ok. Donc on va pouvoir passer à la troisième partie de cette conférence, comment accéder au métier du financement investissement.
Donc on va aborder du coup l'aspect académique, le poste à la sortie de l'école, les métiers accessibles, comment y accéder, bien choisir ses stages et quel profil ça doit être, les qualités attendues. Voilà. Donc, à la sortie de l'école, on est déterminé par trois choses. L'école qu'on a faite, qui en France est très important, mais ne vous y trompez pas, on adore dire au UK c'est différent, mais c'est absolument pas vrai. L'élitisme existe dans tous les pays, il est juste différent, et chaque pays choisit ses élites différemment. Il existe. Donc son école, ses stages, ses expériences professionnelles. Donc ça, c'est particulièrement français, parce que c'est pas du tout un critère. Par exemple, au UK, il y a assez peu d'expériences professionnelles. Même si l'année de césure se développe énormément en ce moment au UK, alors que c'était pas du tout la norme. Et tout le reste. Et donc tout le reste, ça peut être vos expériences de sport, si certains d'entre vous ont fait de la compétition, ça peut être des échecs, des passions que vous avez poussées à des niveaux très élevés. Et ça, c'est assez important, notamment si vous avez fait des choses à très haut niveau. Ça peut être des olympiades de maths, ça peut être des échecs, ça peut être du sport collectif ou individuel. Donc en fait, ces trois choses-là vous déterminent beaucoup. Et je dirais qu'en gros, si on a la meilleure école, on peut avoir le droit de errer un petit peu sur ses stages. Errer, ça veut dire au sens se tromper un petit peu. Si au contraire on n'a pas le meilleur background académique, on a besoin d'aller chercher 2 voire 3 stages de 6 mois solides avec une logique progressive dans la qualité, la sélectivité des stages qu'on va aller chercher. Donc en gros, premier stage, on trouve ce qu'on peut, parce que c'est vachement dur, on n'a pas d'expérience pro, on vient d'une école pas ouf. Puis ce premier stage, notre maître de stage, on a fait un super boulot, il a un copain qui bosse dans une autre équipe, dans une banque française, qui va nous donner sa chance en entretien. Puis on fait un bon entretien, parce qu'on a conscience qu'on ne va pas avoir beaucoup d'entretiens, donc en fait, on bosse énormément d'entretiens, puis on a un deuxième stage qui est vachement mieux, et qu'on a eu parce qu'on a fait un bon boulot dans le premier stage. Et en fin d'études, on rajoute un 3e stage de 6 mois. Et alors je parle beaucoup de stages, mais il y a aussi la question de l'alternance, je peux y revenir après. Mais en gros, ce stage de fin d'études va venir un peu couronner ça, et soit être un tremplin vers un CDI en interne, si on fait un bon dernier stage de fin d'études et qu'on a une possibilité d'être embauché dans la foulée, c'est vraiment l'idéal. Soit on n'a pas de CDI à la fin de son dernier stage parce qu'il n'y avait pas d'embauche possible, ce qui est en ce moment énormément le cas. Le marché il est vachement grippé au niveau junior. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, nous, chez Alumni. On a des gens qui ont 18 mois de stage en M&A qui ne trouvent pas de travail en M&A. Et c'est la première fois que je vois ça moi, en 11 ans. J'ai jamais vu un scénario comme celui-là. Donc, ces stages-là viennent s'empiler, renforcer votre valeur sur le marché de l'emploi. Et en fait, vous êtes opérationnel, vous avez fait des horaires, vous avez prouvé, vous avez des recommandations. Et tous ces critères-là vont venir rassurer quelqu'un qui vous fait un CDI. Parce que faire un CDI en France, pour une boîte, même une boîte de 50 personnes, vous pouvez dire c'est une petite boîte. En fait, c'est un énorme engagement. C'est un pari sur vous, c'est un énorme engagement, parce que le droit du travail est très rigide et que on ne se défait pas de quelqu'un
facilement, et donc en fait, c'est un gros engagement que de faire un CDI. Donc, en gros, chacun à votre stade, soit vous pouvez encore avoir de l'impact sur l'académique, ça veut dire potentiellement aller chercher un master en finance dans une bonne école, ça veut dire potentiellement faire une année de césure avant son M2 alors qu'on n'avait pas forcément prévu de le faire. Donc ça, c'est quand vous avez encore de pouvoir de décision sur ce qui vient. Et sur le pro, aller chercher une logique vraiment ambitieuse et pragmatique. Il y a deux jambes. Hein. Parfois, on n'a pas ce qu'on veut tout de suite, donc il faut passer par une étape intermédiaire. Avec toujours la contrainte de vous dire, est-ce que ça optimise mes chances d'avoir un CDI à la sortie? Et ça, c'est vraiment, vraiment important, parce que parfois, on fait des stages un peu YOLO. Non, mais c'est vachement bien, je vais à l'international, ça va m'apprendre la communication, l'interculturel, etc. Oui, mais en fait, ça, vous oubliez en faisant ce choix-là que votre contrainte principale, c'est de maximiser vos chances d'avoir un CDI à la sortie. Et c'est ça votre contrainte, et c'est celle-là que vous devez garder en tête. Dès que vous l'oubliez, vous perdez une cartouche. Chaque stage, c'est une cartouche. Vous en avez 2 ou 3 dans votre scolarité, et vous devez les utiliser au mieux. Ok ? Donc, et après, pour l'alternance, c'est un petit peu différent. Pour moi, l'alternance se justifie dans certains métiers, pas dans tous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc là, je marche un peu sur des œufs parce qu'il y a probablement des gens en alternance, etc. Je suis désolé, j'ai des avis un peu clivants sur le sujet. Souvent, l'alternance, c'est un moyen pour les entreprises de vous faire accepter un stage un peu plus flingué que ce que vous auriez eu en stage. Ok ? Pourquoi ? Parce que, comme ils payent votre scolarité, bah vous dites, ok, bah ils payent ma scolarité, donc je vais aller faire ce qu'ils veulent que je fasse. Donc pour moi, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est beaucoup mieux d'avoir 2 stages que vous choisissez dans les métiers que vous voulez, dans les boîtes que vous voulez, qu'une alternance bloquée dans un métier que vous ne vouliez pas vraiment. Et là, vous vous dites, mais c'est qui ce type qui parle alors que l'école de commerce, ça coûte 15 000 € l'année, moi, j'ai pas d'oseille. Moi, j'étais étudiant boursier, j'ai financé ma scolarité avec la dette. Donc, si vous voulez me taxer de je ne sais quoi, avec plaisir, mais c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mes choix sous contrainte financière très forte. Et malgré ça, je vous dis qu'il vaut mieux optimiser la qualité de vos expériences pro, parce qu'à moyen et à court terme, ça paye beaucoup plus sur la qualité des CDI que vous pouvez sortir. Après, il y a des très bons contrats d'alternance, d'apprentissage. Okay, il y en a. Okay, c'est juste qu'en quantité, il y en a beaucoup moins. Okay, on est clair sur ce point de l'alternance, l'apprentissage. Moi, j'ai des alternants dans ma société, on prend en charge leur scolarité, etc. C'est pas les profils qui vont aller faire 6 mois de stage en MNA. Okay, c'est pas les mêmes profils. Donc, vous devez comprendre que l'alternance, c'est pas pour tous les jobs. Il y a, je crois, une liste que j'ai faite de 10 alternances qui existent, d'apprentissage qui existent en MNA/ECM/DCM. Il y en a 10 en France par an. C'est pas énorme. Okay. Et pour le reste, en fait, il y a plein d'autres métiers et c'est plus ou moins bien, il faut faire très attention. Après, il y a des métiers, par exemple, sur la compliance. Si vous voulez faire la compliance, il y a des apprentissages en compliance, c'est top, parce que vous êtes hyper bien positionné pour derrière décrocher le CDI de manière assez naturelle. C'est des jobs qui sont très bien payés en sortie d'école, sur lesquels il y a une tension folle, il y a énormément de demandes. Donc, ce que je dis n'est pas valide sur tous les métiers. D'accord ? Moi, j'ai vraiment mon prisme M&A, ECM, DCM, leverage, private equity. Donc je
je parle avec un biais. Okay, donc si vous ne faites pas partie de ce segment-là, c'est pas la peine de vous sentir concerné ou insulté parce que on parle tous avec des biais de toute façon. C'est vrai. Ça veut dire que vous allez faire votre liste de ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. On dit souvent que les conseillers ne sont pas les payeurs. Il y a des choses qu'on pourrait faire par rapport à ce que vous voulez. Si ça se trouve, dans 5 ans, vous apercevrez que ce n'était pas la bonne stratégie, mais c'est pas grave. De toute façon, vous n'avez pas toutes les clés en main. Et effectivement, au début, alors, M&A et tout ça, ça fait longtemps que je suis plus dans la partie. Il y a plein de sujets où l'idée, c'est d'enquiller les expériences. Il ne faudra pas se galvauder d'une manière ou d'une autre. Pourquoi j'en parle? J'y reviendrai après, parce que vous êtes libre. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez fait un apprentissage ou un stage dans une société que vous êtes tenu derrière de travailler avec nous. Ça paraît idiot quand je le dis comme ça, mais souvent on se fait de l'autocensure. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au début de votre carrière, vous avez tout à maximiser, le nombre d'expériences, monter en compétences. Sinon, vous allez vous restreindre à un métier. C'est pas un problème, ça peut fondre une carrière là-dessus. Mais vous allez certainement passer à côté de choses que vous auriez apprécié faire. Donc, sur les CV, oui, il faut tout expliquer. Il y a tout peut être important. Sur les hobbies, même si c'est pas quelque chose de fondamentalement discriminant, mais si vous avez été capitaine d'une équipe de foot, ou vous avez géré un club d'échecs, peu importe ce genre de truc, bah évidemment, là, il y a des qualités relationnelles, de leadership, de gestion de projet qui peuvent se refléter. J'avais dans mes collègues où j'étais à la fac, et je reviendrai là-dessus, des personnes qui avaient honte de dire qu'ils aimaient tel ou tel écrivain. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est des gens qui apprécient, donc il ne faut pas avoir honte non plus de ces opinions, ce qu'on aime. Moi, j'étais boursier, mais c'était pas le sujet, je voyais que sur les métiers que je voulais, alors c'était pas la M&A, parce que moi c'était plutôt inspection générale, il n'y avait pas besoin de se payer 50 000, 30 000 sur une école de commerce, sauf sur certains secteurs. Et quand je parle de certains secteurs, c'était de passer par HEC, l'ESSEC, faire le master LKWI pour faire du quantitative easing. C'était là où on était le mieux payé à l'époque, mais j'avais aucune chance, ne serait-ce que mon niveau en mathématiques n'était pas assez suffisant. Et derrière, je me suis dit, pour les mêmes débouchés, là je pouvais faire de l'apprentissage, ça avait un intérêt, ça me donnait une expérience, ça me donnait aussi du relationnel, et ça me permettait aussi de faire à l'idée d'échanger, de communiquer, de négocier. Après, derrière, il y a plein de sujets, c'est sûr qu'au lieu de 2 stages, peut-être moins bien rémunérés qu'une alternance ou un apprentissage dans une société qui dévierait le sujet. Ça, c'est clair et net. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, c'est pas grave, ça s'est évaporé. Je ne choisissais jamais un stage en fonction de la rémunération du stage. Okay, ça c'est pareil, c'est un truc, celui-là il paye 1002, celui-là il paye 1009, je vais prendre celui qui paye 1009. C'est une énorme connerie. Parce que 700 € sur 6 mois, c'est pas de l'argent. Alors je suis désolé si certains sont choqués par ce que je viens de dire, mais à l'échelle de votre carrière, c'est pas de l'argent. En revanche, la qualité du stage a un impact beaucoup plus important sur votre capacité à signer un CDI derrière, sur votre capacité à travailler avec des gens de très bonne qualité, à créer un réseau. Donc je sais que c'est des arbitrages qui à court terme, on a envie de les faire, on se dit c'est quand même cool et tout, c'est un peu plus d'argent. Mais en fait, c'est pas un critère de décision. Pour vous, ce qui compte, c'est la qualité de l'équipe, est-ce que vous allez être exposé, est-ce qu'il y a une opportunité d'embaucher à la clé? Si la réponse est oui, il vaut mieux give up 600 x 7, x 6, et avoir une opportunité d'avoir un CDI à la clé, c'est évident. Quand j'ai fait les entretiens, j'avais un autre critère, mais qui est arrivé. C'était j'avais une des plus grandes banques, parce qu'à l'époque je voulais faire ma carrière dans les banques, et la personne avait des tâches sur son plus me poser 15 000 fois les mêmes questions. Je me suis dit ok, ça va pas le faire si je travaille dans son équipe, il me fera pas monter en compétences, il ne fera pas son boulot de manager. Et à côté de ça, j'avais une petite banque qui appartient à l'État, qui est plus si petite que ça, mais qui aujourd'hui a monté qui fait même du M&A. Vraiment, personne n'y sera allé, parce que entre la plus grande banque du marché et la banque, certes étatique, mais la personne qui était sur la banque étatique, c'est quelqu'un qui me suivait, qui me mettait un plan, et puis surtout, un truc de fou, qui m'a proposé l'embauche dès l'issue de l'entretien. Donc je me suis mieux projeté. Après, c'est sûr, c'était un pari. Donc il y a des choses, parfois, vous n'allez juste pas sentir la personne. Quand la personne vous pose des questions, et on n'a strictement rien à faire de vous,
même si c'est un beau stage, une belle alternance, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Ou alors vous décidez d'y aller 6 mois, vous avez une belle boîte, une belle expérience sur votre CV, vous pouvez toujours en parler, et puis savoir que ce n'est pas avec cette personne-là sur laquelle vous allez compter. Donc il y a des limites, et il y a des choses qui dépendent bien de vous. Un stage et un job, c'est pas la même chose, je suis d'accord. En gros, pour les stages, vous devez, pour moi, optimiser la marque et la qualité de l'équipe. Et pas optimiser votre bien-être et votre ressenti pendant 6 mois. Pour un stage. Alors, je ne recherchais pas le bien-être, dans le sens où... non, mais je parle en général, c'est mon conseil. Peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec mon conseil. Je suis très à l'aise avec ça. Ouais, je te dis que je ne recherchais pas le bien-être pour une simple et bonne raison. Que c'était pas le sujet. Enfin, il y a 10 ans, 15 ans, il faut pas se leurrer, l'inclusion, c'était même pas un sujet. Aujourd'hui, j'ai des candidats qui me parlent, c'est quoi les voleurs de votre société? Les voleurs, des valeurs. Un lapsus marrant. Vas-y, cherche un bruit. Il a pris la confiance. J'ai des candidats qui nous posaient des questions sur les valeurs, je me dis, coach, sincèrement, il y a 10-15 ans, ces questions-là, alors il y avait déjà des gens des grandes écoles qui disaient tiens, je vais créer une boulangerie, etc. Ça existait déjà. Il y avait déjà des personnes qui refusaient de travailler pour un grand groupe pétrolier il y a 15 ans. C'est juste plus important maintenant, parce que les étés à 40 degrés, ça a quand même fait des dégâts dans les esprits, compliqués à gérer. Donc l'idée, c'est évidemment, dans votre début de carrière, vous êtes là pour engranger de l'expérience et vous n'êtes pas une heure près sur votre travail, ça c'est sûr. Donc le côté bisounours, pas spécialement sujet. Ce que je veux dire, c'est que parfois on veut faire un truc qui nous plaît, notre projet et tout. Moi, je suis pour faire ces projets. J'ai créé ma boîte, donc j'ai toujours un biais très supportif des gens qui veulent entreprendre et faire des choses. Je pense néanmoins que le moment des stages, c'est le moment où on accepte de se contraindre pour apprendre, et que le temps des choix vient un petit peu après. Ça ne veut pas dire que je vous invite à devenir des esclaves du grand capital, etc. Pas du tout, en fait. Je vous dis, il y a quelque chose à prendre des stages, c'est la rigueur, le réseau, l'exposition, être impliqué sur des choses qui nous dépassent un peu, des énormes transactions, etc. Et ensuite, on peut faire ses choix, on peut décider d'accélérer dans cette voie ou de faire radicalement autre chose, ouvrir une boulangerie. Et moi, j'ai des copains à la sortie de l'ESSEC qui sont partis être souffleurs au théâtre. Donc vraiment des choix de vie radicalement différents. C'est très bien. Mais juste avant le moment des choix, laissez-vous le temps de charbonner un peu et d'apprendre. Parce que ça vous servira beaucoup même pour vos propres choix. Si vous voulez monter une asso, rejoindre un projet, entreprendre, avec 2 fois 6 mois de stage, votre niveau d'output il va être infiniment meilleur que sans ces 2 fois 6 mois de stage. Petite réflexion, parce que je ne suis pas certain que tout le monde cherche un CDI dans la salle. À l'issue de ces 3-4 premières, voire de ces stages et autres, il y a des facilités pour créer des sociétés par rapport précédemment. Surtout si en plus, dans le début de votre vie active, vous avez la possibilité d'être soutenu par votre famille ou autre. Enfin, il y a des choses qu'il faut tenter. Après, à un certain moment, il y a des... C'est dit, je pense que c'est plus grave du tout. Quoi qu'il en soit, la stratégie d'attendre le bus, ça se posera toujours. Parce que maintenant, il y a le sentiment de routine qui arrive. Et le sentiment de routine, il est important. Parce que, a priori, passer 40-45 ans, vous allez, pour une bonne partie d'entre vous, avoir des enfants ou autres, d'autres projets. Et à partir de ce moment-là, il y en a beaucoup qui vont commencer à stagner dans leur expérience pro ou la crise de la quarantaine, on a l'habitude de parler. L'idée, c'est faites-vous des étapes et après reposez-vous des questions sur vos priorités. Elles vont peut-être changer, parce qu'après, derrière, ça ne sert à rien de regretter. Pour regretter des gestes, des paroles. Mais sur une stratégie, de toute façon, vous n'avez pas toutes les clés en main, il y a des inconnus.
Il y a des sociétés qui ont l'air super intéressantes sur le papier et 2-3 ans après, c'est complètement retourné. L'idée, c'est, rappelez-vous d'une chose, c'est vous qui décidez pour vous-même, vous êtes libre. Quand je parlais de libre, c'est, vous pouvez avoir un stage dans une société ou autre, dans une banque et autres, mais derrière, vous n'avez pas l'obligation de travailler dans cette banque-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que changer de société, ça peut faire un gap de 20% sur la rémunération, alors que quand on est dans la société en question, le gap, ça va plutôt être du 5, 10, c'est pas la même chose. Après, c'est sûr, le profil mercenaire, ça fait pas l'affaire, mais si vous faites des expériences, et que vous pouvez l'expliquer surtout en Uber, pourquoi vous avez passé tant de temps dans telle société, bah, au moins vous n'avez pas galvaudé vos chances et vos libertés et vos marges de manœuvre. Merci beaucoup. On a encore un petit peu de temps devant nous. Je voulais savoir s'il y a des gens dans la salle qui avaient des questions. Levez la main si c'est le cas. Non, c'est bon pour tout le monde. Quand est-ce qu'on mange ici? Ah, ok. Oui, allez-y. Nicolas. En fait, si j'ai bien compris votre domaine, ça s'apparente un peu à tout ce qui est factoring, non? Le factoring, ça part pour tout le monde. Enfin, dans les métiers du crédit management, on peut gérer de la facturing. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est une façon de financer les factures de ses clients. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga, vous pouvez travailler sans. Vous pouvez travailler des assurances crédit. L'assurance crédit, c'est si le client vous plante, entre guillemets, soit parce qu'il fait faillite, soit parce qu'il ne paye pas, vous faites une assurance. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga non plus, vous pouvez prendre vos risques en vous-même. Si vous êtes une société super performante, et que vous regardez à la fin de l'année, régulièrement, que tous vos impayés finaux à la fin de l'année, c'est moins cher qu'une assurance crédit ou un affacturage, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Donc oui, on gère l'affacturage, en partie, pas tous, mais c'est pas exclusif et c'est pas le seul moyen de se financer son activité et son cycle d'exploitation. Ça peut rentrer, tous les credit managers le feront pas, mais c'est intéressant et puis pour ceux qui ont quelques petites notions, ça améliore largement le DSO, par définition, parce qu'on sort du bilan une partie des factures, par définition, comptablement, c'est largement mieux en analyse financière. Parce que le but aussi, quand on se compare, c'est plus vous encaissez vite, mieux c'est. Et pas exclusif. Vas-y. Moi j'ai une question, vous avez dit que le marché est grippé en ce moment pour les juniors. Pour quelle raison est-ce que le marché est grippé? Pourquoi le marché de recrutement des juniors est grippé? Sans faire un cours de macro, en gros les taux élevés font qu'il n'y a pas de financement, donc pas de transactions, donc les banques M&A n'ont pas de business. Okay, donc les fonds d'investissement n'investissent pas, les banques M&A ne transactent pas, les conseils en TS, etc. ont beaucoup moins de business, donc tout le monde a moins de business parce que le marché... C'est exactement ce qui se passe dans le marché IMO, si certains d'entre vous regardent ou sont curieux, il n'y a pas de transaction. Il n'y a pas d'ajustement des prix parce qu'il n'y a pas de transaction. C'est une question qui va un peu à la suite de ce que vous avez dit. Mais les fonds, par exemple, les fonds, ils ont beaucoup de dry powder. Est-ce que ça peut reprendre assez vite si on a une question des taux? Donc les fonds d'investissement ont des cycles d'investissement qui sont longs et qui sont censés justement pouvoir passer au-dessus d'une crise. C'est tout le business model d'avoir des fonds sur 10 ans. Donc ils ont plein de cash en banque, c'est sûr. Le problème, c'est que tout le monde a des actifs aussi sur son bilan à vendre. Donc, tout le monde sait que plus aucun de ces actifs ne vaut la valeur qu'il y a dans les books. Okay. Il y a des gens à la vente, il y a des gens qui veulent acheter. Les vendeurs ne veulent pas vendre au nouveau prix de marché. Les acheteurs veulent acheter au nouveau prix de marché. Et c'est exactement comme en IMO. Si tu as acheté un appart à un taux de 1%, que le bien a perdu 5 à 10% de la valeur, si tu n'es pas obligé de vendre aujourd'hui, tu ne vends pas. Surtout pas pour aller acheter un autre appart et te réendetter à 5% sur un bien que tu n'achèteras pas forcément une valeur décotée encore. Donc en gros, là, on est dans le moment où tu cours, tu es dans le vide, mais tu flottes encore.
c'est pas des M&A, mais il y a le restructuring. Pourquoi j'en parle? Parce que le restructuring, il y a quand même des... Si vous regardez depuis 15 ans, par exemple, le marché de l'habillement du moyen de gamme, ça se voyait que ça allait complètement changer, qu'il allait y avoir des sociétés en faillite. Accessoirement, on parle beaucoup de faillite d'entreprises sur l'habillement, le retail. En réalité, avec quoi qu'il en coûte, les prêts garantis par l'État, le fait que l'URSSAF ne recouvre pas, c'est important ça, ces sociétés ont pu survivre 3 à 4 ans plus. Parce qu'en réalité, elles auraient dû faire faillite il y a quelques années. Et pourquoi je parle de restructuring? Parce qu'il y a des métiers qui n'ont pas l'air d'être sexy comme ça. Administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, des anciens HEC le font aussi. C'est des sociétés qui ont fait défaillance, dont acte, qui vont être rachetées plus ou moins à la barre du tribunal, donc sans les dettes, avec des nouveaux actionnaires, des nouveaux capitaux, des nouveaux gérants. Et derrière, ils peuvent, si ça se trouve, restructurer et remettre la société sur de bons rails. Après, c'est toujours un pari. Dans ces sociétés-là, il n'y a pas que le restructuring. Vous avez, par exemple, dans les fonds d'investissement, parfois, ils font des prêts, ou ils achètent en obligation. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a un grand groupe de grèche privée qui a été dans ce cas-là, et on s'aperçoit qu'on ne va pas être payé. Ou il y a un gros risque que cette société-là elle fasse redressement judiciaire, voire liquidation à terme. Et c'est peut-être plus intéressant à ce moment-là de transformer la dette en capital. Ça veut dire qu'ils décident d'abandonner 1 milliard, 500 millions, 2 milliards de dettes, ça a pu monter à 3-4 milliards, pour se dire je vais devenir actionnaire, peut-être majoritaire, peut-être à 50%, on refait une levée de fonds, il y aura de nouveaux actionnaires naturellement, et là j'attends quelques années et je les revends. Et automatiquement les parts de ma capital seront largement supérieures au remboursement que j'aurais pu avoir, voire à la perte sèche que j'aurais subie. Le restructuring, c'est un sujet. Après, c'est sûr, il y a des sujets. Si vous êtes une société spécialiste de vente de fil à coudre, vous allez galérer à vendre ça 1 euro par-ci par-là. Il n'y en a plus dans les centres commerciaux depuis 30 ans facile, c'est pas pour rien. Donc après, il y a des sujets qui sont morts. Mais le restructuring, c'est une petite partie des finances d'entreprise, c'est pas du M&A, mais vous avez des grands groupes, par exemple, de retail, qui se reconstruisent de cette manière-là. Après, est-ce que ça marchera ou pas, ça à voir, mais tout le monde ne va pas acheter ses habits ou autres, et automatiquement sur des sujets à très faible valeur ajoutée. Donc, il faut le savoir, ça monte en flèche, c'est un sous-marin, je dirais, parce que quasiment personne n'en parle. Généralement, c'est un peu une image des pierres un peu surannée, mais aujourd'hui, ce monde-là, il est complètement remis et mieux valorisé. Pourquoi? Parce que vous rachetez une société ou pas avec votre société, ou peut-être vous avez réussi à être actionnaire et à faire part d'un plan de développement, et derrière vous avez structuré, vous avez remis à flot une société, une activité. C'est quelque chose qu'il ne faut pas zapper. Je pense que ça va prendre davantage d'importance, et d'une manière ou d'une autre, on peut acquérir des sociétés comme ça. Alors il ne faut pas le faire en but, en blanc, uniquement sur cette stratégie, mais c'est quelque chose qui existe et qui est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 5-10 ans, parce qu'il y a eu des évolutions législatives. On a encore le temps pour une dernière question. Est-ce que quelqu'un... Oui. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Comment on ferait pour passer du M&A corporate à de l'ECM ou de l'ECM? En stage ou en job? En stage. En stage, c'est assez ouvert. C'est-à-dire que... C'est un potentiel comique. si tu as fait du M&A corpo en stage, tu peux complètement postuler en ECM dans une banque et valoriser ton expérience. Il n'y a aucun souci, et si c'est de stage à stage, il n'y aura pas de problème. D'accord, parfait, merci. Très bien. Bon, on va clôturer du coup sur cette dernière question. Merci à tous. Juste pour vous dire qu'après, on enchaîne avec 2 workshops. Le premier sur élaborer une stratégie de candidature infaillible. Et le deuxième, comment préparer son dossier de candidature pour intégrer un master en finance. Donc voilà, si les prochains sont intéressés par du coup une candidature infaillible, vous pouvez rester là. Sinon, le prochain faudra attendre plus. Merci.